Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec la littérature française car nous allons reprendre ensemble la lecture d'un roman de Benjamin Constant qui s'appelle Adolphe. Alors, quelques mots sur Benjamin Constant avant et son roman avant de reprendre la lecture ensemble. Donc, Benjamin Constant de Rebec est né à Lausanne en 1767 et il est mort à Paris en 1830. Et son corps a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris donc. C'est un romancier, homme politique et intellectuel français qui était aussi républicain et engagé en politique depuis 1795. Et il soutiendra le coup d'État du 18 Fructidor en 5 et celui du 18 Brumaire. Alors il devient aussi, sous le consulat, le chef de l'opposition libérale en 1800. Et après avoir quitté la France pour la Suisse puis l'Allemagne, il se rallie à Napoléon pendant les 100 jours et revient en politique sous la Restauration. Il sera élu député en 1818 et il le sera encore à sa mort en 1830. Et il aura été aussi chef de file de l'opposition libérale, connu sous le nom des Indépendants. Et il est l'un des auteurs les plus en vue de la Chambre des députés qui défend le régime parlementaire. Alors il est l'auteur de nombreux essais sur des questions politiques ou religieuses, car comme on vient de le dire, il était très engagé. Mais il est aussi l'auteur de romans psychologiques sur le sentiment amoureux, donc un sentiment amoureux qui l'interpelle et qui donc ont été relatés dans ces romans, comme Le Cahier rouge qui a été publié en 1807 et aussi Adolphe qui a été publié en 1816 et que donc nous reprenons ce soir ensemble avec plaisir. Alors donc, comme nous l'avons dit, Adolphe est donc un roman sur la complexité des sentiments amoureux qui est largement tiré de son autobiographie. Mais avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Donc n'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos commentaires, à interagir et même à nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise dans l'émission. Voilà, donc je reprends la lecture à la page 119, chapitre 8, et je vous souhaite une très très bonne soirée. L'amie d'Elénore me quitta. J'ignore quel compte elle lui rendit de notre conversation. Mais en approchant du salon, j'entendis Elénore qui parlait d'une voix très animée. En m'apercevant, elle se tut. Bientôt, elle reproduisit sous diverses formes des idées générales qui n'étaient que des attaques particulières. Rien n'est plus bizarre, disait-elle, que le zèle de certaines amitiés. Il y a des gens qui s'empressent de se charger de vos intérêts pour mieux abandonner votre cause. Ils appellent cela de l'attachement. J'aimerais mieux de la haine. Je compris facilement que l'amie d'Elénore avait embrassé mon parti contre elle et l'avait irritée en ne paraissant pas me juger assez coupable. Je me sentis assez ainsi d'intelligence avec un autre contre Éléonore. C'était entre nos cœurs une barrière de plus. Quelques jours après, Elénore alla plus loin. Elle était incapable de tout empire sur elle-même. Dès qu'elle croyait avoir un sujet de plainte, elle marchait droite à l'explication, sans ménagement et sans calcul, et préférait le danger de rompre à la contrainte de dissimuler. Les deux amis se séparèrent à jamais brouillés. Pourquoi mêler des étrangers à nos discussions intimes ? dis-je à Élénore. Avons-nous besoin d'un tiers pour nous entendre ? Et si nous ne nous entendons plus, quel tiers pourrait y apporter remède ? Vous avez raison, me répondit-elle, mais c'est votre faute. Autrefois, je ne m'adressais à personne pour arriver jusqu'à votre cœur. Tout à coup, Élénore annonça le projet de changer son genre de vie. Je démêlais par son discours qu'elle attribuait à la solitude dans laquelle nous vivions le mécontentement qui me dévorait. Elle épuisait toutes les explications fausses avant de se résigner à la véritable.
nous passions tête à tête de monotones soirées entre le silence et l'humeur. La source des longs entretiens était tarie. Éléonore résolut d'attirer chez elle les familles nobles qui résidaient dans son voisinage ou à Varsovie. J'entrevis facilement les obstacles et les dangers de ces tentatives. Les parents qui lui disputaient son héritage avaient révélé ses erreurs passées et répandu contre elle 1000 bruits calomnieux. Je frémis des humiliations qu'elle allait braver et je tâchais de la dissuader de cette entreprise. Mes représentations furent inutiles. Je blessais sa fierté par mes craintes, bien que je ne les exprimasse qu'avec ménagement. Elle supposa que j'étais embarrassée de nos liens parce que son existence était équivoque. Elle n'en fut plus empressée à conquérir une place honorable dans le monde. Ses efforts obtinrent quelques succès. La fortune dont elle jouissait, sa beauté, que le temps n'avait encore que légèrement diminué, le bruit même de ses aventures tout en elle excitait la curiosité. Elle se vit entourée bientôt d'une société nombreuse, mais elle était poursuivie d'un sentiment secret d'embarras et d'inquiétude. J'étais mécontent de ma situation. Elle s'imaginait que je l'étais de la sienne. Elle s'agitait pour en sortir. Son désir ardent ne lui permettait point de calcul. Sa position fausse jetait de l'inégalité dans sa conduite et de la précipitation dans ses démarches. Elle avait l'esprit juste, mais peu étendu. La justesse de son esprit était dénaturée par l'emportement de son caractère et son peu d'étendue l'empêchait d'apercevoir la ligne la plus habile et de saisir des nuances délicates. Pour la première fois, elle avait un but. Et comme elle se précipitait vers ce but, elle le manquait. Que de dégoût elle dévora sans me les communiquer. Que de fois je rougis pour elle sans avoir la force de le lui dire. Tel est parmi les hommes le pouvoir de la réserve et de la mesure. Que je l'avais vue, plus respectée par les amis du comte de P, comme sa maîtresse, qu'elle ne l'était par ses voisins, comme héritière d'une grande fortune, au milieu de ses vassaux. Tour à tour, haute et suppliante, tantôt prévenante, tantôt susceptible. Il y avait dans ses actions et dans ses paroles je ne sais quelle fougue destructive de la considération qui ne se compose que du calme. En relevant ainsi les défauts d'Éléonore, c'est moi que j'accuse et que je condamne. Un mot de moi l'aurait calmé. Pourquoi n'ai-je pu prononcer ce mot ? Nous vivions cependant plus doucement ensemble. La distraction nous soulageait de nos pensées habituelles. Nous n'étions seuls que par intervalles, et comme nous avions l'un dans l'autre une confiance sans bornes, excepté sur nos sentiments intimes, nous mettions les observations et les faits à la place de ces sentiments, et nos conversations avaient repris quelque charme. Mais bientôt ce nouveau genre de vie devint pour moi la source d'une nouvelle perplexité. Perdu dans la foule qui environnait Éléonore, je m'aperçus que j'étais l'objet de l'étonnement et du blâme. L'époque approchait où son procès devait être jugé. Ses adversaires prétendaient qu'elle avait aliéné le cœur paternel par des égarements sans nombre. Ma présence venait à l'appui de leurs assertions. Ses amis me reprochaient de lui faire tort. Ils excusaient sa passion pour moi, mais ils m'accusaient d'indélicatesse. J'abusais, disait-il, d'un sentiment que j'aurais dû modérer. Je savais seule qu'en l'abandonnant, je l'entraînerais sur mes pas et qu'elle négligerait pour me suivre tous les soins de sa fortune et tous les calculs de la prudence. Je ne pouvais rendre le public dépositaire de ce secret. Je ne paraissais donc dans la maison d'Éléonore qu'un étranger nuisible au succès, même des démarches qui allaient décider de son sort. Et par un étrange renversement de la vérité, tandis que j'étais la victime de ses volontés inébranlables, c'était elle que l'on plaignait comme victime de mon ascendant. Une nouvelle circonstance vint compliquer encore cette situation douloureuse.
une singulière révolution s'opéra tout à coup dans la conduite et dans les manières d'Éléonore. Jusqu'à cette époque, elle n'avait paru occupée que de moi. Soudain, je la vis recevoir et chercher les hommages des hommes qui l'entouraient. Cette femme si réservée, si froide, si ombrageuse, sembla subitement changer de caractère. Elle encourageait les sentiments et même les espérances d'une foule de jeunes gens, dont les uns étaient séduits par sa figure et dont quelques autres, malgré ses erreurs passées, aspiraient sérieusement à sa main. Elle leur accordait de longs tête-à-tête. Elle avait avec eux ces formes douteuses, mais attrayantes, qui ne repoussent mollement que pour retenir, parce qu'elles annoncent plutôt l'indécision que l'indifférence, et des retards que des refus. J'ai su par elle dans la suite, et les faits me l'ont démontré, qu'elle agissait ainsi par un calcul faux et déplorable. Elle croyait ranimer mon amour en excitant ma jalousie, mais c'était agiter des cendres que rien ne pouvait réchauffer. Peut-être aussi se mêlait-il à ce calcul, sans qu'elle s'en rendît compte, quelque vanité de femme. Elle était blessée de ma froideur, elle voulait se prouver à elle-même qu'elle avait encore des moyens de plaire. Peut-être enfin, dans l'isolement où je laissais son cœur, trouvait-elle une sorte de consolation à s'entendre répéter des expressions d'amour que depuis longtemps je ne prononçais plus. Quoi qu'il en soit, je me trompais quelque temps sur ses motifs. J'entrevis l'aurore de ma liberté future, je m'en félicitais. Tremblant d'interrompre par quelques mouvements à considérer cette grande crise à laquelle j'attachais ma délivrance, je devins plus doux. Je parus plus content. Éléonore prit ma douleur pour de la tendresse, mon espoir de la voir enfin heureuse sans moi pour le désir de la rendre heureuse. Elle s'applaudit de son stratagème. Quelquefois pourtant, elle s'alarmait de ne me voir aucune inquiétude. Elle me reprochait de ne mettre aucun obstacle à ces liaisons qui, en apparence, menaçaient de me l'enlever. Je repoussais ces accusations par des plaisanteries, mais je ne parvenais pas toujours à l'apaiser. Son caractère se faisait jour à travers les dissimulations qu'elle s'était imposées. Les scènes recommençaient sur un autre terrain, mais non moins orageuses. Éléonore m'imputait ses propres torts. Elle m'insinuait qu'un seul mot la ramenait à moi tout entière. Puis, offensée de mon silence, elle se précipitait de nouveau dans la coquetterie avec une espèce de fureur. C'est ici surtout, je le sens, que l'on m'accusera de faiblesse. Je voulais être libre et je le pouvais avec l'approbation générale. Je le devais peut-être. La conduite d'Éléonore m'y autorisait et semblait m'y contraindre. Mais ne savais-je pas que cette conduite était mon ouvrage? Ne savais-je pas qu'Éléonore, au fond de son cœur, n'avait pas cessé de m'aimer? Pouvais-je la punir des imprudences que je lui faisais commettre et, froidement hypocrite, chercher un prétexte dans ces imprudences pour l'abandonner sans pitié? Certes, je ne veux point m'excuser. Je me condamne plus sévèrement qu'un autre peut-être ne le ferait à ma place. Mais je puis au moins me rendre ici solennel témoignage que je n'ai jamais agi par calcul et que j'ai toujours été dirigée par des sentiments vrais et naturels. Comment se fait-il qu'avec ces sentiments, je n'ai fait si longtemps que mon malheur et celui des autres? La société cependant m'observait avec surprise. Mon séjour chez Éléonore ne pouvait s'expliquer que par un extrême attachement pour elle, et mon indifférence sur les liens qu'elle semblait toujours prête à contracter démentait cet attachement. L'on attribua ma tolérance inexplicable à ma légèreté de principe, à une insouciance pour la morale qui annonçait, disait-on, un homme profondément égoïste et que le monde avait corrompu. Ces conjectures, d'autant plus propres à faire impression qu'elles étaient plus proportionnées aux âmes qui les concevaient, furent accueillies et répétées. Le bruit en parvint enfin jusqu'à moi. Je fus indignée de cette découverte inattendue. Pour prix de mes longs sacrifices, j'étais méconnue, calomniée.
J'avais pour une femme oublié tous les intérêts et repoussé tous les plaisirs de la vie, et c'était moi que l'on condamnait. Je m'expliquais vivement avec Éléonore, un mot fit disparaître cette troupe d'adorateurs qu'elle n'avait appelée que pour me faire craindre sa perte. Elle restreignit sa société à quelques femmes et à un petit nombre d'hommes âgés. Tout reprit autour de nous une apparence régulière. Mais nous n'en fûmes plus malheureux. Éléonore se croyait de nouveau droit, je me sentais chargée de nouvelles chaînes. Je ne saurais peindre quelle amertume et quelle fureur résultèrent de nos rapports ainsi compliqués. Notre vie ne fut plus qu'un perpétuel orage, l'intimité perdit tous ses charmes et l'amour toute sa douceur. Il n'y eut plus même entre nous ces retours passagers qui semblent guérir pour quelques instants d'incurables blessures. La vérité se fit jour de toutes parts et j'empruntais pour me faire entendre les expressions les plus dures et les plus impitoyables. Je ne m'arrêtais que lorsque je voyais Éléonore dans les larmes. Et ces larmes même n'étaient qu'une lave brûlante qui, tombant goutte à goutte sur mon cœur, m'arrachait des cris sans pouvoir m'arracher un désaveu. Ce fut alors que plus d'une fois, je la vis se lever pâle et prophétique. « Adolphe, s'écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites. Vous l'apprendrez un jour, vous l'apprendrez par moi, quand vous m'aurez précipité dans la tombe. » Malheureux, lorsqu'elle parlait ainsi, que je ne m'y suis jetée moi-même avant elle. Chapitre 9. Je n'étais pas retournée chez le baron de T depuis ma première visite. Un matin, je reçus de lui le billet suivant. Les conseils que je vous avais donnés ne méritaient pas une si longue absence. Quelque parti que vous preniez sur ce qui vous regarde, vous n'en êtes pas moins le fils de mon ami le plus cher, je n'en jouirai pas moins avec plaisir de votre société, et j'en aurai beaucoup à vous introduire dans un cercle dont j'ose vous promettre qu'il vous sera agréable de faire partie. Permettez-moi d'ajouter que, plus votre genre de vie que je ne veux point désapprouver, a quelque chose de singulier, plus il vous importe de dissiper des préventions mal fondées, sans doute, et vous montrant dans le monde. Je fus reconnaissant de la bienveillance qu'un homme âgé me témoignait. Je me rendis chez lui. Il ne fut point question d'Éléonore. Le baron me retint à dîner. Il n'y avait ce jour-là que quelques hommes assez spirituels et assez aimables. Je fus d'abord embarrassée, mais je fus fort sur moi-même. Je me ranimais, je parlais, je déployais le plus qu'il me fut possible de l'esprit et des connaissances. Je retrouvais dans ce genre de succès une jouissance d'amour-propre dont j'avais été privée dès longtemps. Cette jouissance me rendit la société du baron de T plus agréable. Mes visites chez lui se multiplièrent. Il me chargea de quelques travaux relatifs à sa mission et qu'il croyait pouvoir me confier sans inconvénient. Éléonore fut d'abord surprise de cette révolution dans ma vie, mais je lui parlais de l'amitié du baron pour mon père et du plaisir que je goûtais à consoler ce dernier de mon absence, en ayant l'air de m'occuper utilement. La pauvre Éléonore, je l'écris dans ce moment avec un sentiment de remords, éprouva quelque joie de ce que je paraissais plus tranquille et se résigna, sans trop se plaindre, à passer souvent la plus grande partie de la journée séparée de moi. Le baron, de son côté, lorsqu'un peu de confiance fut établie entre nous, me reparla d'Éléonore. Mon intention positive était toujours d'en dire du bien, mais sans m'en apercevoir, je m'exprimais sur elle d'un ton plus leste et plus dégagé. Tantôt j'indiquais par des maximes générales que je reconnaissais la nécessité de m'en détacher, tantôt la plaisanterie venait à mon secours, je parlais en riant des femmes et de la difficulté de rompre avec elles. Ces discours amusaient un vieux ministre dont l'âme était usée et qui se rappelait vaguement que, dans sa jeunesse, il avait aussi été tourmenté par des intrigues d'amour. De la sorte, par cela seul que j'avais un sentiment caché, je trompais plus ou moins tout le monde.
Je trompais Elénore, car je savais que le baron voulait m'éloigner d'elle, et je le lui taisais. Je trompais Monsieur de T, car je lui laissais espérer que j'étais prêt à briser mes liens. Cette duplicité était fort éloignée de mon caractère naturel. Mais l'homme se déprave dès qu'il a dans le cœur une seule pensée qu'il est constamment forcé de dissimuler. Jusqu'alors, je n'avais fait connaissance chez le baron de T qu'avec les hommes qui composaient sa société particulière. Un jour, il me proposa de rester à une grande fête qu'il donnait pour la naissance de son maître. Vous y rencontrerez, me dit-il, les plus jolies femmes de Pologne. Vous n'y trouverez pas, il est vrai, celles que vous aimez, j'en suis fâchée. Mais il y a des femmes que l'on ne voit que chez elles. Je fus péniblement affectée de cette phrase, je gardai le silence, mais je me reprochai intérieurement de ne pas défendre Elénore, qui, si l'on m'eût attaquée en sa présence, m'aurait si vivement défendue. L'assemblée était nombreuse, on m'examinait avec attention. J'entendais répéter tout bas autour de moi le nom de mon père, celui d'Elénore, celui du comte de P. On se taisait à mon approche, on recommençait quand je m'éloignais. Il m'était démontré que l'on se racontait mon histoire et chacun, sans doute, la racontait à sa manière. Ma situation était insupportable. Mon front était couvert d'une sueur froide. Tour à tour, je rougissais et je pâlissais. Le baron s'aperçut de mon embarras. Il vint à moi, redoubla d'attention et de prévenance, chercha toutes les occasions de me donner des éloges, et l'ascendant de sa considération força bientôt les autres à me témoigner les mêmes égards. Lorsque tout le monde se fut retiré, « Je voudrais, me dit Monsieur de T, vous parler encore une fois à cœur ouvert. Pourquoi voulez-vous rester dans une situation dont vous souffrez? À qui faites-vous du bien? Croyez-vous que l'on ne sache pas ce qui se passe entre vous et Léonore? Tout le public est informé de votre aigreur et de votre mécontentement réciproque. Vous vous faites du tort par votre faiblesse. Vous ne vous en faites pas moins par votre dureté, car, pour comble d'inconséquence, vous ne la rendez pas heureuse. Cette femme qui vous rend si malheureux. J'étais encore une fois froissée de la douleur que j'avais éprouvée. Le baron me montra plusieurs lettres de mon père. Elle annonçait une affliction bien plus vive que je ne l'avais supposé. Je fus ébranlée. L'idée que je prolongeais des agitations d'Elénore vint ajouter à mon irrésolution. Enfin, comme si tout s'était réuni contre elle, tandis que j'hésitais, elle-même, par sa véhémence, acheva de me décider. J'avais été absent tout le jour. Le baron m'avait retenu chez lui après l'assemblée. La nuit s'avançait. On me remit de la part d'Elénore une lettre en présence du baron de T. Je vis, dans les yeux de ces derniers, une sorte de pitié de ma servitude. La lettre d'Elénore était pleine d'amertume. Quoi, me dis-je? Je ne puis passer un jour libre. Je ne puis respirer une heure en paix. Elle me poursuit partout, comme un esclave qu'on doit ramener à ses pieds, et d'autant plus violent que je me sentais plus faible. Oui, m'écriai-je, je le prends, l'engagement de rompre avec Elénore, j'oserais le lui déclarer moi-même, vous pouvez d'avance en instruire mon père. En disant ces mots, je m'élançai loin du baron. J'étais oppressée des paroles que je venais de prononcer et je ne croyais qu'à peine à la promesse que j'avais donnée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous êtes passionnés par les aventures de notre protagoniste. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important de savoir que vous interagissez avec nous. Et quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée.